بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة السلام عليكم. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces cours de physique et en particulier les cours sur la mécanique du point matériel. Nous voilà dans les mouvements dans le plan. Première partie. Cette première partie comprend l'étude du mouvement en coordonnées polaires, دراسة الحركة بالإحداثيات القطبية, le mouvement circulaire comme cas particulier, الحركة الدائرية كحالة خاصة, et un deuxième cas particulier, le mouvement circulaire uniforme, حالة خاصة ثانية, الحركة الدائرية المنتظمة. بالطبع كل هذه الدروس متوفرة باللغة العربية وباللغة الفرنسية. ما عليك إلا الاطلاع على القناة وستجد كل الدروس. Pour déterminer la position d'un mobile en mouvement dans un plan, comme nous l'avons dit lorsque nous avons étudié les principaux systèmes de coordonnées, nous faisons appel et de préférence aux coordonnées polaires ou coordonnées rectangulaires. Étude du mouvement en coordonnées polaires. Les prérequis, bien entendu, c'est les coordonnées. Dans notre cas ici, c'est les coordonnées polaires. Donc on a ce repère rectangulaire cartésien, OX, OY. On a un point M qui suit cette trajectoire. Donc il a une vitesse. Remarquez que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire au point considéré. Et nous avons bien sûr le vecteur position qui nous définit avec précision la position du mobile M à chaque instant. Ce point M a deux coordonnées rectangulaires ou cartésiennes X et Y. Par contre, les coordonnées polaires, c'est θ, l'angle compris entre OX et R, et bien sûr R, puisque ce sont les deux coordonnées polaires, R et θ. Remarquez que j'ai tracé ici aussi les vecteurs unitaires de la base polaire, c'est-à-dire UR et Uθ qui sont eux aussi orthogonaux. La position du mobile en coordonnées cartésiennes elle est simple. On exprime le vecteur position en fonction de I et J et des coordonnées X et Y. En coordonnées polaires, OM c'est égal à R UR. C'est tout. R UR. Ou bien, si je remplace UR et je connais son expression, nous l'avons démontré, c'est pour ça que j'ai dit les prérequis c'est les coordonnées, donc revenez au cours des coordonnées pour revoir toutes ces notions-là et toutes ces définitions. Si je remplace UR par cette expression-là, voilà ce que j'obtiens. OM en fonction de R et de θ, c'est-à-dire le vecteur position en fonction des coordonnées polaires. Le module du vecteur position, bien entendu, c'est le module de R. Remarque, R et θ sont variables en fonction du temps. Lorsque le point M se trouve par exemple ici, suivez le curseur, R aura changé et l'angle θ lui aussi aura changé. Donc, en chaque point, le vecteur R change et l'angle θ change aussi. Donc, ce sont deux fonctions du temps. Expression de la vitesse. Donc, je refais ici la figure. Je reporte ici la figure. En coordonnées cartésiennes, il n'y a pas de problème puisque V c'est égal à la dérivée du vecteur position. Donc c'est la dérivée de x fois i plus la dérivée de y fois i. Bien sûr, x et y sont variables aussi puisque chaque point de cette courbe a ses propres coordonnées. Donc les coordonnées sont variables en fonction du temps. En coordonnées polaires, et c'est ce qui nous intéresse le plus, je vais dériver, donc ici j'ajoute la base polaire, UR, Uθ,
Nous savons, d'après les leçons précédentes, que UR c'est égal à cette expression et Uθ cette expression-là. UR et Uθ sont variables. C'est pas comme I et J qui occupent toujours la même position et par conséquent ils sont constants. Ils ne varient pas en fonction du temps. Mais Uθ et UR varient puisque UR est porté par le vecteur position. Donc si le vecteur position change, la position de UR change, c'est-à-dire sa direction change. Si la direction d'un vecteur change, malgré que son module est constant, si sa direction change, ça veut dire que c'est un vecteur qui change avec le temps. Uθ aussi, puisque Uθ est perpendiculaire à UR. Si UR change, Uθ change. Donc les deux vecteurs sont variables. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit dériver ces deux équations-là, on doit les dériver par rapport au temps. Là, un petit rappel mathématique. Lorsque j'ai une fonction trigonométrique composée, c'est-à-dire cosinus, pas d'un angle, mais d'une fonction. C'est-à-dire que cosinus varie en fonction d'une fonction qui varie. Donc, sa dérivée, par exemple, si on a cosinus f de x, la dérivée, c'est égal à la dérivée de f de x. On dérive d'abord ce qu'il y a après le cosinus par rapport à x. Ensuite, la dérivée de cosinus par rapport à f de x. Donc, c'est f' de x, la dérivée de f par rapport à x, fois la dérivée de cosinus f de x par rapport à f de x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ça, c'est un rappel mathématique. Donc, voilà, je dois dériver UR et Uθ pour trouver une relation entre la dérivée de UR et Uθ et vice-versa. Dérivons UR. Donc ça c'est la notation de Leibniz. Je peux écrire UR point. C'est égal. Je dois dériver d'abord θ. Je ne connais pas l'expression de θ, mais tout ce que je sais, c'est que c'est une fonction du temps. Donc, lorsque je la dérive, je vais obtenir f point, je vais la noter, f point ou dθ sur dt, la voici. Et je dérive maintenant cosinus, c'est-à-dire j'applique cette règle-là. La f' de x représente dθ sur dt, la dérivée de θ par rapport au temps. Et maintenant je dérive cosinus, la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ. C'est pour ça qu'il y a ici le moins. Plus J, je dérive θ là aussi, c'est dθ sur dt ou θ point. Et maintenant la dérivée de sinus θ. La dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ. Voilà, j'ai dθ ici en facteur commun. Il me reste moins I sinus θ plus J cosinus θ. C'est exactement Uθ. Donc, UR point, c'est égal à Uθ dit θ point. Je l'écris sous cette forme. Ça, c'est une relation entre la dérivée de UR et Uθ. Donc, il y a une relation. Il en est de même pour la deuxième expression Uθ, si je la dérive par rapport au temps, voilà ce que je vais obtenir. La dérivée de θ, c'est toujours θ point ou dθ sur dt. La dérivée de moins sinus θ, c'est moins cosinus. Il y a ici le moins. Moins, pourquoi il y a aussi le moins? Parce que la dérivée de θ, c'est dθ sur dt. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc si je fais sortir le moins avec θ point, il me reste cosinus θ, I et J sinus θ. I cosinus θ plus J sinus θ, c'est UR. Donc il y a une relation entre la dérivée de Uθ et UR, qui est la dérivée de Uθ par rapport au temps, c'est égal à moins son homologue, entre guillemets, UR θ point.
Ces deux expressions sont très importantes dans ce qui va suivre. Donc, arrêtez la vidéo sur cette séquence et essayez de bien assimiler ce qu'il y a devant vous. Continuons. L'expression de la vitesse en coordonnées polaires, R c'est égal à RUR. Je dérive R par rapport au temps et je vais obtenir l'expression de la vitesse. Alors là aussi, R est une fonction du temps et UR est variable. Là aussi, c'est une variable. Donc, j'ai le produit de deux fonctions variables. Je sais comment dériver. Je dérive la première par rapport au temps, donc dr sur dt, et je laisse de côté UR tel quel. UR, ensuite plus la dérivée de la deuxième fois la première. Voilà, R dur sur dt. Et par conséquent, pourquoi on a cherché les dérivés de UR et de Uθ, c'est pour justement les utiliser ici. Ici, j'ai V en fonction de UR, mais pas en fonction de Uθ. Or, moi, ce que je cherche, c'est l'expression de la vitesse en coordonnées polaires, c'est-à-dire V exprimé en fonction de UR et en fonction de Uθ, et non pas en fonction de UR et de sa dérivée. C'est pour ça que je vais remplacer DUR sur DT par Uθ, θ point. Lorsque je fais ce remplacement, donc j'ai toujours ici UR, DR sur DT, je n'ai rien à changer, mais par contre ici, je remplace. Donc je vais obtenir R, Uθ qui est θ point qui est dθ sur dt et Uθ. Et voilà l'expression de la vitesse en coordonnées polaires. Le vecteur toujours, c'est R point, puisque dr sur dt c'est R point UR plus R θ point Uθ. Pourquoi j'utilise tantôt le symbole de la dérivée suivant Leibniz, tantôt le point, c'est-à-dire la notation de Newton. C'est pour vous habituer à passer d'une à l'autre, ni plus ni moins. Donc, mais vous pouvez utiliser ce qu'il vous plaît, ou bien la notation de Leibniz, ou bien la notation de Newton. Elles sont équivalentes. Remarquons que V maintenant, il est exprimé en fonction de UR et de Uθ. C'est ce qu'on cherchait. D'autre part, la vitesse, on voit qu'elle a deux composantes en fonction de UR et de Uθ. VR, qui est le premier terme, donc ici voilà sur la figure, la vitesse V et les deux composantes, c'est-à-dire je projette V sur la normale, c'est-à-dire l'axe qui porte le vecteur position, et bien sûr ici on a UR qui est perpendiculaire à la trajectoire au point M. On l'appelle radiale parce qu'elle a une relation avec le rayon ici. Et bien sûr, la deuxième composante c'est Vθ, bien sûr parallèle au vecteur unitaire Uθ. Donc si je projette V sur ces deux axes, UN et Uθ, voilà ce que je vais obtenir, VR et Vθ. VR, ça s'appelle la composante radiale, et Vθ, c'est la composante transversale. Donc V qui est égal à cette expression-là, j'ai ici VR, vecteur, et j'ai là le deuxième terme, le Vθ. Quant au module de V, le module de V, c'est la racine carrée de R point au carré plus Rθ point au carré. Faites attention. Continuons. Expression de l'accélération, donc en coordonnées cartésiennes, je dérive la vitesse. Voilà ce que j'obtiens. Et je dérive la vitesse, l'expression de la vitesse en coordonnées polaires pour obtenir l'accélération en coordonnées polaires. Voilà ce que nous avons obtenu pour la vitesse en coordonnées polaires.
Dérivons cette expression. Alors là, combien de termes vais-je avoir? Ici, il y a le produit de deux fonctions, donc découle deux termes. Et ici, j'ai trois fonctions variables. R variable, θ point variable et Uθ variable. Donc ici, je vais avoir trois termes, puisque je dérive chacune à part. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc A c'est égal à V point. Je dérive la première expression là, le premier terme. La dérivée de UR, c'est DUR sur DT fois R point, à laquelle je ne touche pas. Plus, je dérive maintenant R point, ça devient R2 point, la deuxième dérivée, fois UR. Maintenant, je passe au deuxième terme ici. La dérivée de Uθ, c'est dUθ sur dt, et je laisse de côté Rθ point tel qu'elles sont, voilà, Rθ point. Ensuite, je dérive θ point, qui me donne θ2 point, et R et Uθ sans changement. Et troisième terme pour cette expression-là, c'est R point, je dérive R, ça me donne R point, θ point et Uθ sans changement. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est des dérivations. Ça veut dire que AR, là aussi, j'ai A en fonction de la dérivée de Uθ. C'est-à-dire que si j'exprime A, je m'arrête là par exemple, A sera exprimé en fonction de UR, et ça c'est bon. Mais d'un autre côté, il y a la dérivée de UR et la dérivée de Uθ. Donc, je vais me débarrasser de ces deux-là en les remplaçant par leur équivalent, c'est-à-dire DUR sur DT, c'est égal à Uθ dθ sur dt. Et dUθ sur dt, ce n'est ni plus ni moins que moins UR dθ sur dt. C'est pour ça que nous avons commencé tout ça par chercher les dérivés de UR et Uθ et trouver les relations entre la dérivée de Uθ et UR et la dérivée de UR avec Uθ. Voilà. Donc je vais remplacer et voilà ce que j'obtiens. Lorsque je remplace ça, ça c'est en notation Leibniz. Donc si je remplace en notation de Newton, c'est plus simple. Donc il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de quotient. J'ai remplacé, je factorise et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens A égale R2 point, voilà, UR. Et il y a aussi ici UR, c'est-à-dire moins R θ point au carré fois UR. Le Uθ, c'est un facteur commun pour Rθ point ici, et j'ai ici R, là aussi j'ai R aussi, Rθ point. R point θ point, pardon, R point θ point, et ici j'ai R point θ point. Donc ça fait 2 R point θ point plus Rθ 2 point Uθ. Voilà, maintenant j'ai l'accélération en fonction de UR et en fonction de Uθ, c'est-à-dire l'expression de l'accélération en coordonnées polaires. L'accélération là aussi a deux composantes, radiale, le premier terme ici, et transversale, le deuxième terme ici. AR, Aθ. Le module, bien entendu, c'est la racine carrée de ce terme au carré, plus le carré de ce terme. Et le tout, bien sûr, sous la racine. Abordons maintenant un premier cas particulier qui est le mouvement circulaire. Qui dit mouvement circulaire dit que la trajectoire est un cercle et par conséquent le rayon est constant. Donc si j'exprime le vecteur vitesse en coordonnées polaires, je reprends la formule générale, mais je simplifie cette expression puisque la dérivée de R est égale à 0, puisque R est une constante. Le module de R est constant.
Voilà ce qui me reste. V égale R θ point U θ. Donc V n'a qu'une seule composante transversale. Pour ce qui est de l'accélération, voilà l'expression générale. Donc ça c'est égal à 0 puisque c'est la dérivée seconde de R. Puisque c'est une constante, c'est 0. Et bien sûr, même la première dérivée est nulle. Donc que me reste-t-il pour A, pour l'accélération? Ces deux termes. L'accélération, elle a deux composantes, contrairement à la vitesse qui n'a qu'une seule composante. Donc, dans ce cas particulier, on va définir deux accélérations. Donc, ici, les deux composantes de A, c'est-à-dire radiale et transversale. On va définir le vecteur accélération normale. C'est quoi ce vecteur accélération normale? C'est un vecteur porté par la normale, c'est-à-dire la droite qui part du centre du cercle, et dirigé vers le centre et de sens contraire à AR. AR et ce vecteur accélération normale, ils ont la même direction, mais de sens opposé. Pourquoi le vecteur accélération normale? Parce que c'est lui qui va me renseigner, c'est lui qui va m'indiquer la variation de la direction de V, puisqu'un vecteur est caractérisé par 4 éléments. Parmi ces 4 éléments, il y a la direction. Si la direction de V varie, ça veut dire que le vecteur vitesse varie. Donc cette accélération, ou ce vecteur accélération normale, il va me renseigner, m'indiquer comment varie la direction de V. AN, comme nous venons de le définir, c'est de sens opposé à AR, mais de même module. C'est égal à quoi? C'est égal à R θ point au carré, le module. Donc c'est positif. Pour ce qui est du vecteur accélération tangentielle, la tangentielle, il est porté par la tangente au point M, donc le même support, la même direction que le vecteur vitesse. Il nous renseigne sur la variation du module de V. Donc c'est pour ça que j'ai ici A avec deux composantes. L'une qui va me renseigner sur la variation de la direction de V. Donc sur le cercle, imaginez qu'en chaque point, vous avez une tangente. Donc cette tangente va porter le vecteur vitesse. Ça veut dire que sa direction change et son module lui aussi change. S'il change, ça veut dire qu'il y a une accélération tangentielle. Si la direction qui change, ça veut dire qu'il y a une accélération normale. Cette accélération tangentielle, elle est égale à R, c'est-à-dire le deuxième terme, R θ 2 points, U θ, vectoriellement, et le module A θ, c'est égal au module de AT, c'est R θ 2 points, c'est-à-dire R fois la deuxième dérivée de la fonction ou de l'équation horaire de θ. Deuxième cas particulier, c'est-à-dire encore plus simple, le mouvement circulaire uniforme. Dans le précédent, on a vu que la vitesse change. Ici, la vitesse est constante. Le rayon, puisque la trajectoire est un cercle, le rayon est constant et le module de la vitesse, lui aussi, il est constant. C'est pour ça qu'on dit uniforme. La trajectoire est un cercle, mais la vitesse, le module de la vitesse est constant. Donc V module, R θ point, il est constant. Puisque θ point est constant, ça veut dire que je peux le remplacer par cette lettre-là, oméga. Et ce oméga n'est ni plus ni moins que ce que vous connaissez depuis la classe de terminale, c'est-à-dire oméga représente la vitesse angulaire. C'est quoi la vitesse angulaire? C'est l'angle balayé, on dit balayé, par unité de temps. Son unité, c'est le radian par seconde. Donc, et je sais aussi d'autre part la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire qui est égale à V sur R. Quant à l'accélération, c'est A, et je simplifie encore. Pourquoi? Parce que puisque la vitesse est constante, la deuxième dérivée
où la dérivée de la vitesse est nulle. Si la vitesse est égale à constante, sa dérivée est égale à 0. Donc c'est pour ça que ce terme va disparaître et il me reste pour A une seule composante. Là peut-être vous vous dites comment. Le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante et il y a une accélération. Ah, là faites attention, ce n'est pas la même chose que pour le mouvement rectiligne uniforme. Pour le mouvement rectiligne uniforme, oui, la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Mais pour le mouvement circulaire uniforme, le module de la vitesse, c'est pour ça que j'ai dit le module et non pas le vecteur. Le module de la vitesse est constant, l'accélération, elle n'est pas nulle. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, si la direction de V change, donc même si le mobile suit une trajectoire circulaire avec une vitesse constante en module, une vitesse constante en module, ça veut dire que sa direction change, puisque la tangente en chaque point du cercle n'est pas la même que la précédente ou bien celle qui vient après. Autrement dit, puisqu'il y a une variation de la direction du vecteur vitesse, il y a une accélération. Et une accélération tangentielle, comme nous allons l'écrire ici. La vitesse angulaire est constante, puisque le module de la vitesse est constant, ça veut dire que la vitesse angulaire est constante. V constante, R constante, ça veut dire oméga constante. A, c'est égal à AR, c'est égal à AN, c'est-à-dire l'accélération normale. C'est donc R θ point au carré, c'est égal à R oméga carré, c'est-à-dire V au carré sur R. Pourquoi il n'y a pas d'accélération tangentielle? Parce qu'il n'y a pas de variation sur le module de la vitesse, mais il y a une variation sur la direction du vecteur vitesse. Donc, réfléchissez bien à cette question-là. Ce qui nous donne AN, c'est égal à moins le vecteur, moins R oméga carré UR, donc cette accélération est portée par la normale, et nous allons le module bien sûr de AN, comme nous venons de le dire, c'est V carré sur R. On passe à cet exemple. On donne l'équation de la trajectoire plane d'un point matériel en coordonnées polaires. A est constante. Faites attention, n'apprenez pas les lettres. Ici, A n'est pas l'accélération. C'est grave. On suppose le module V de la vitesse proportionnelle à R. Donc tout ça, c'est des données. La question, calculer purement et simplement les deux composantes normales VR et tangentielle Vθ du vecteur vitesse. Apparemment, c'est très simple. Je sais que V est égal à VR plus Vθ en coordonnées polaires. Je connais l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires. Donc, si je dérive le premier terme, je vais obtenir la vitesse normale, radiale. Si je dérive le deuxième terme, je vais obtenir la vitesse transversale. Apparemment, c'est simple. Donc, j'ai R cosinus au carré θ égale A. Ça veut dire que R, c'est égal à A sur cosinus carré. Je n'ai qu'à dériver cette expression. Faut-il encore savoir dériver telle fonction trigonométrique? Alors là, revenez à vos cours de mathématiques et dérivez cette expression-là. Je vous donne le résultat. C'est à vous de chercher, de prendre une feuille de papier et de démontrer que ça c'est juste. Donc je dérive la première expression, c'est-à-dire le module, si je dis le module de VR, c'est R point. VR, c'est la dérivée de R du module du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire
dr sur dθ fois dθ sur dt, puisque ça c'est une fonction composée, hein, trigonométrie composée, fonction de fonction. Donc si je dérive cette expression-là, R par rapport au temps, le module, hein, pas le vecteur. Je ne dérive pas le vecteur position, je dérive le module du vecteur position. Donc voilà ce que je vais obtenir. À vos crayons ou à vos stylos pour démontrer ça. Donc VR c'est égal finalement à A sinus θ sur 2 sur cosinus au cube θ sur 2 fois θ point. Puisque θ est variable. La vitesse transversale quant à elle, c'est Rθ point. Ça, R point c'est la vitesse radiale, ça c'est la vitesse transversale. Donc Vθ, c'est Rθ point. La voici. Donc, j'ai terminé mon exercice. Eh bien non, l'exercice n'est pas terminé parce que j'ai VR et Vθ, d'accord, mais j'ai ce θ point qu'il me reste à déterminer. Donc je dois déterminer à quoi est égal ce θ point. Ce n'est pas quelque chose de connu, c'est inconnu. Donc à quoi est égal θ? Alors je dois continuer mes calculs. Calculons θ point à partir de quelle expression? À partir de cette expression. V carré égale VR carré plus Vθ carré. Pourquoi? Maintenant je vais faire intervenir cette deuxième donnée. V égale KR. Donc V au carré, ça me donne K au carré, A carré sur cosinus à la puissance 4, θ sur 2. Voilà. C'est-à-dire que K, et je remplace R par son expression qui est là. Voilà, voici. Donc A carré sur cosinus à la puissance 4, θ sur 2, et K carré. Je continue. Donc voilà V carré que je viens d'obtenir. GVR, je l'ai obtenu en fonction de θ point. Je l'élève au carré. Et j'ai Vθ que j'élève au carré. Donc ces deux expressions, c'est dans la diapo d'avant. VR au carré, ça c'est Vθ au carré. Si je continue mes calculs, il y a des simplifications. Donc A carré sur cosinus à la puissance 4 θ sur 2 se trouve dans le premier terme, et lorsque je factorise, se trouve dans le deuxième terme. Donc que me reste-t-il de tout ça? Voilà ce qui me reste. K au carré, dans le deuxième terme, c'est égal à sinus carré θ sur 2. Là, j'ai réduit au même dénominateur. Lorsque je passe au même dénominateur, voilà, donc ici il y a le 1, donc le dénominateur commun cosinus carré, donc je dois multiplier 1 par cosinus carré, et voilà, ça va être remplacé par 1. Donc j'aurai K carré égale 1 sur cosinus carré θ sur 2 fois θ point au carré. Ça c'est donné. Ça c'est donné. Donc à quoi est égal θ point? θ point c'est égal à K carré cosinus carré θ sur 2. Voilà. J'ai trouvé la valeur de θ point. Maintenant je n'ai qu'à remplacer dans VR et Vθ pour terminer mon exercice. Voilà VR, AK, c'est-à-dire VR, c'est ça. Ça, c'est le carré, bien entendu. VR, c'est égal à A, sinus θ sur 2 sur cosinus à la puissance 3, θ sur 2, fois θ point. Θ point, c'est K cosinus. Lorsque je simplifie, il me reste ça. Mais dans tout ça, je reconnais que A, K sur cosinus carré θ sur 2, c'est V. Sinus θ sur 2. Et même si je laisse l'expression sous cette forme, c'est acceptable. Vθ, c'est le carré de ça.
Maintenant, si je prends le carré de ça et je remplace θ point par son expression, voilà ce qui va me rester. Vθ c'est égal à AK cosinus θ sur 2. L'exercice est terminé. Donc, je vous conseille de refaire cet exercice sans voir la solution. Les composantes normales et tangentielles de la vitesse et de l'accélération dans le repère de Freinet. Ce repère, nous l'avons déjà rencontré lorsque nous avons étudié les principaux systèmes de coordonnées dans les mouvements curvilignes. Donc ici, on considère maintenant un mouvement dont la trajectoire est une courbe plane C et le mobile se déplace avec une accélération quelconque A. Nous désignons un repère composé de l'axe MT et MN, ce MT tangent à la trajectoire au point M et porte le vecteur vitesse. Voilà, le vecteur vitesse est porté par la tangente à la courbe au point M. On a une accélération, bien sûr, qui est toujours dirigée vers l'intérieur de la courbe, de la trajectoire. Mn est perpendiculaire à l'axe MT. Soit les deux vecteurs unitaires UN de Mn et Ut de Mt. Et voici, la vitesse s'écrit V égale VUT, puisque V n'a qu'une seule composante suivant l'axe MT, donc elle n'a qu'une seule composante, V égale VUT. Décomposons l'accélération suivant ces deux axes. Donc on a A égale AT plus AN, donc ici on est en plein dans le repère de Freinet. Voilà, AN et AT. A égale AT fois UT. Et AN, le vecteur AN, c'est égal à AN UN. Les modules des deux composantes de l'accélération, bien entendu, on les connaît. L'accélération tangentielle, le module d'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module du vecteur vitesse. Et je le redis encore une fois ici, ce n'est pas la dérivée du vecteur vitesse, mais c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Et AN, c'est égal à V carré sur N, une formule qu'on connaît par cœur. Ce qui nous conduit à écrire A, c'est égal à V point UT, c'est-à-dire la dérivée de AT, c'est-à-dire AT c'est V point UT, plus V carré sur R fois UN. Donc, en fin de compte, on a A égale V point au carré plus V carré sur R, le tout au carré, ça c'est le module de l'accélération. On appelle les deux expressions précédentes de chacune de V et A est ici et V c'est dans la diapo avant, les composantes de la vitesse et de l'accélération dans le repère de Freinet, ou les composantes propres, ou encore les composantes locales. Donc tout ça, c'est soit on dit les composantes dans le repère de Freinet, ou bien les composantes propres, ou bien les composantes locales, tout ça, c'est équivalent, c'est la même chose. Voilà, c'est la fin de ce cours. Le prochain cours aura pour titre toujours Mouvement plan, la partie 2, où nous aborderons quelques exercices avec solutions. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Wassalamu alaikum.